Ok, alors j'espère que vous allez bien. On va eh, commencer un nouveau chapitre, le chapitre numéro 5. Fonction logarithmique, fonction logarithme et fonction exponentielle. Ok? Bon, il y a d'autres qui font des chapitres séparés pour ces chapitres-là aussi, hein. Anyway, donc le chapitre numéro 4, fonction numérique, là, c'était juste pour préparer ce genre de fonctions-là. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vu dans le chapitre numéro 4, fonctions numériques en général, là, peut s'appliquer, doit s'appliquer au niveau du chapitre 5. OK? Limite, continuité, et dérivée, primitive, tout ça. Ce qu'on avait vu dans le chapitre 4. Voilà pourquoi il y a d'autres qui combinent même tout ça pour faire fonction un seul chapitre. OK? Voilà. Donc, on va aller voir ces deux fonctions-là. C'est des fonctions très spécifiques, fonctions logarithmes et fonctions exponentielles. Ces types de fonctions, ces deux types de fonctions qui sont un peu particuliers, des fonctions un peu particulières, donc qui méritent un traitement spécial, si on peut le dire comme ça. OK? Donc, voici le contenu du chapitre. Donc, les deux grandes parties. OK? La première grande partie, c'est bien sûr fonction logarithme. Et deuxième grande partie, c'est fonction exponentielle. Donc, chaque grande partie, il y a des sous-parties aussi. OK? Et dans cette vidéo-là, nous allons essayer de découvrir peut-être cette première partie. C'est un peu long, mais on va essayer de finir quand même cette première partie en une seule vidéo. OK? Et la vidéo prochaine, donc, va concerner la deuxième partie là. Donc, j'espère que vous êtes bien installés parce que ça va être un peu long. Si vous êtes fatigué, vous pouvez mettre une pause et puis revenir après. D'accord? Donc, la première partie, fonction logarithme. C'est quoi la fonction logarithme qu'on va découvrir? Donc, définition. On commence par définition. On va définir d'abord, après voir les propriétés et puis comment faire l'étude de cette fonction-là. Après d'autres résultats. C'est surtout le troisième point là qui est long. OK? Surtout le troisième point. Donc, allons-y. Définition d'abord. On appelle donc fonction logarithme népérien la primitive sur 0 à plus l'infini de la fonction 1 sur x qui s'annule en 1. Vous vous rappelez quand on a fait étude des fonctions, on a parlé de primitives. Primitive, c'est comme inverse de dérivée. On a dit qu'une fonction admet plusieurs primitives. On est d'accord? Voilà. Tant qu'il n'y a pas de spécification, il n'y a pas de conditions initiales ou il n'y a pas de conditions, il y a plusieurs primitives à cause de la constante qu'on met à la fin. Donc ici, il y a une précision. OK? La primitive, quelle est la fonction que vous allez dériver et cette fonction-là va vous donner 1 sur x. Et la dérivée de cette fonction va donner 1 sur x. OK? Quelle est cette fonction-là dont la dérivée donne 1 sur x et qui s'annule en 1? Ou bien autrement dit, quelle est la primitive de la fonction 1 sur x qui s'annule en 1? C'est-à-dire l'image de cette fonction quand x, l'image de x à cette fonction quand x égale à 1, c'est égal. Donc, c'est cette fonction-là qu'on appelle fonction logarithme népérien. OK? Et la fonction logarithme népérien, là, voici comment on la note. Ln. Et L pour logarithme, N pour népérien. Donc, Ln. Donc, cette fonction-là, on a déjà défini ici l'ensemble des départs. Elle est définie seulement sur R étoile plus.
c'est-à-dire 0 n'est pas inclus. OK? Et c'est seulement si la partie positive des choses. Donc, vous ne pouvez pas avoir ln de quelque chose qui est négatif. OK? Voilà. Mais l'ensemble d'arrivée, c'est l'ensemble des réels, c'est l'ensemble R. OK? Donc, x associe ln de x, tel que. Donc, on a déjà défini la dérivée. La dérivée de ln de x, c'est-à-dire ln de x, prime, est égal à 1 sur x. Ça, ça fait partie même de la définition de la fonction ln, ou bien ce qu'on a dit ici. Encore une autre chose qui fait partie de la définition, c'est que ln de 1 égale à 0. C'est là. Ça aussi, ça fait partie de la définition. On a dit la fonction s'annule en 1. Ça fait partie de la définition aussi. Donc, voici ce que vous devez retenir dans un premier temps. Mais il y a beaucoup plus qui arrive. Donc, la fonction ln, on la note. La fonction logarithme n'est pas rien qui est noté ln. OK? Domaine de définition, c'est R étoile plus. OK? La dérivée de ln, c'est 1 sur x. Et ln de 1 égale à 0. Voici les choses que vous devez retenir pour une définition, pour une introduction d'abord. Après, on va voir plein d'autres choses qui vont tourner autour de cette fonction-là spécifique. OK? Donc, pour tout x élément de R étoile plus, ln de x, c'est le logarithme népérien de x. Voilà. Il y a d'autres qui disent tout simplement log, qui disent tout simplement ln. Mais log là, c'est autre chose. On va voir encore log là, qu'est-ce que ça veut dire. OK? ln. Donc, ln de x défini chez R étoile plus, c'est-à-dire 0 ouvert à plus l'infini. Ln de x prime, ln prime de x là, ça fait 1 sur x. Ln de 1 égale à 0. OK? Ça, c'est la définition. J'espère que c'est compris. On passe à autre chose. Remarque. Donc, si vous faites ln de x, vous notez ça sur note ln de x. Vous voyez ici, il y a parenthèse. Ici, il n'y a pas parenthèse. C'est la même chose. OK? Voilà, il ne faut pas trop stresser dessus. Continue. Deuxième point, les propriétés. Quelles sont les différentes propriétés de la fonction logarithme népérien, de la fonction ln? Et ça, c'est important parce que vous allez avoir besoin de ces propriétés-là, de la fonction-là, pour, euh, pour les opérations, pour l'étude de la fonction, souvent. OK? Voilà, parce qu'il arrive souvent qu'on mélange cette fonction ln-là avec autre chose, avec des fonctions polynômes ou fonctions rationnelles. Et là, ou bien fonction avec chose, puissance. OK? Puissance rationnelle. On a vu fonction puissance rationnelle là, précédemment, non? Voilà, avec les racines carrées. Donc, c'est très important de connaître les différentes propriétés de cette fonction ln. OK? Donc, allons-y. Et deuxième point, donc, propriété fondamentale. Donc, on vous dit, d'abord, ça c'est déjà connu, c'était déjà dans la définition. Dérivée de ln est égal à 1 sur x. Ça, c'est vraiment important. OK? 1 sur x. Mais ça, c'est pas ce qui est général en fait. C'est pas la forme générale. OK? Donc, ln, vous voyez ici, ax. Il y a un a là-bas. OK? ln de ax égale à 1 sur x. OK? ln de ax, on vous dit qu'il est égal à 1x, 1 sur x. On va amener une preuve à ça. Parce que vous avez u de x égale à ax. Vous voyez, ax. Et puis v égale à ln de x. Donc ça là, ln de ax là, c'est comme si c'était LND, c'est comme si c'était V rond U. OK? C'est comme si c'était V de U. OK? V égale à ln de x. U égale à AX. Si vous cessez l'image de AX en fonction de ln de x, ça va faire ln de AX. Exactement. Alors que dérivé, je vous avais dit,
ce qu'on a fait dans le chapitre 4, ça va s'appliquer ici. Les propriétés, les définitions, les formules qu'on a vues dans le chapitre 4, ça s'applique ici aussi dans le chapitre 5. Donc, les ln de ça là, c'est comme c'était ln des fonctions rond, v rond, u. Donc, quand on vous a montré ça, on a dit que ça là, ça fait u prime, ok? Que u prime, ça va donner quoi? Vous l'appelez de la définition de ça là. U prime, v prime rond u de x. C'est ce qu'on a dit. Ouais. Maintenant, le u prime là, c'est vrai que je n'ai pas tout écrit ici. U prime, c'est comme si c'était ax prime. Le ax prime là, ça fait quoi? Le ax prime, ça fait tout simplement a. On est d'accord? Et le u, le v maintenant, v prime, ça donne quoi? ln de x dérivé, ça fait 1 sur x. Ou bien, ok? C'est ça, on va faire 1 sur x, donc rond u. Donc, c'est comme si c'était 1 sur x que vous prenez et vous divisez par u. Puisque ln de x, ça fait 1 sur x. Maintenant, faites 1 sur x là. Calculez l'image de a de x par 1 sur x. Ça va faire 1 sur ax. Si vous avez noté tout ce que j'ai dit là, vous allez voir ce que ça va donner. Je n'ai pas noté ça ici. Mais si vous faites cette fonction-là, rond là, dérivé de cette fonction, la définition, vous allez voir ce que j'ai dit. C'est vraiment important. Donc, à la fin, vous allez avoir A multiplié par 1 sur AX. C'est-à-dire, le dénominateur, là, ça fait AX. 1 sur AX, multiplié par A. Donc, les A vont se simplifier. Et du coup, ça va donner 1 sur A. 1 sur X, pardon. Vous voyez? Donc, c'est la démonstration comme ça. Donc, première propriété fondamentale qu'il faut retenir. Maintenant, il y a d'autres propriétés. Deuxième point, propriété algébrique. Donc, comme on sait, on vient de le démontrer, que limite de AX, limite de ln de AX prime, je n'ai pas de limite, alors que c'est dérivé, hein, pardon, hein, c'est la fatigue qui fait ça. Dérivé de ln de AX, c'est-à-dire ln de AX prime, est égal à 1 sur X. On vient de démontrer ça. OK? Donc, qu'est-ce que nous, on peut démontrer? Les A là, c'est comme une constante, hein. On a dit A là est supérieur à 0 seulement. Voilà. Si le A est supérieur à 0 seulement, R étoile plus. A est supérieur à 0 et puis X est bien sûr élément de R étoile plus parce que ln est défini chez R étoile plus. Donc, notre A là, c'est comme une constante seulement. OK? Donc, si nous avons ça, ln de AX, est-ce que nous pouvons dire que ça fait ln de X plus K, plus une constante donnée. Avec K là, élément de R étoile plus encore. Donc, pour X égale à 1, par exemple, donc, vous remplacez le X par 1 ici. OK? Vous allez avoir quoi? Si vous remplacez ce X là par 1, vous allez avoir ln de A, non? Oui. Voilà. Et si vous remplacez les X ici par 1, vous allez avoir ln de 1, non? OK? Plus K. D'abord, il faut que vous compreniez ça là. C'est fondamental. Est-ce qu'on peut écrire comme ça? ln de AX. Vous pouvez dire que c'est égal à ln de X plus K. Quelque chose.
D'où est-ce que ça vient? OK? Ça vient du fait que ça, c'est une dérivée de ça. C'est la dérivée de ça. C'est comme si on vous disait de faire primitive. Si celui-là est dérivé de ça, OK? Donc, primitive de ça, là, égale à ça, non? Plus K, plus une constante. Parce que quand on a défini les primitives, ce qu'on a dit, il faut faire plus une constante. Maintenant, tant qu'il n'y a pas de conditions qui sont définies, conditions initiales, les cas là restent indéterminés. Donc, le fait de dire que ça égale à ça là, ça découle juste de ça. Donc, si vous avez compris ça, on remplace les x par 1. On aura ln de A est égal à ln de 1 plus k. Ça aussi, il suffit juste de remplacer les x par 1. ln de 1 là, la définition nous a dit que ln de 1 égale à 0. Il faut vous rappeler de ça, c'est très important. OK? ln de 1 égale à 0. OK? Donc, on obtient ln de k, ln de A est égal à k. Puisque ça, là, c'est 0. Ou bien, ln de A égale à k. Donc, autrement dit, k égale à ln de A. Donc, remplacer les k là, qui est là, dans cette formule-là, par ln de A. Puisqu'on a ici k égale à ln de A. Ou bien. Donc, ça, on retrouve ici une formule très intéressante qui nous dit que ln de AX est égal à ln de X plus ln de A. Bon, les gens, si vous n'avez rien compris depuis le début de l'explication de cette partie-là, voici ce que vous devez retenir. Donc, si vous faites ln de A fois B, vous voyez, ln de A fois B, attention, hein, là ils doivent être sur le domaine dans le domaine de définition de ln, c'est-à-dire R étoile plus, sinon ça ne va pas marcher. Donc, si vous avez ln de A, B, ça fait ln de A plus ln de B. C'est tout ce qu'on vous dit. Donc, voici ce qui est encadré, c'est ce que vous devez retenir. Si la démonstration, vous n'avez rien compris, c'est pas grave. OK? Au moins, si vous devez retenir la formule. Mais c'est très simple, ce qui est expliqué. Donc, ln de, si je fais ln de x fois y ensemble, je fais ln de ça. Je peux dire que ça fait ln de x plus ln de y. C'est comme ça. Donc, vous voyez ici, c'est multiplication. Mais là, c'est addition. Il faut faire attention. Il ne faut pas voir passer ici, c'est multiplication. Ici aussi, ça sera multiplication. Non, non, non. C'est pas comme ça. Bon, allons-y. Donc, deuxième propriété, ça c'est petit 1, ça c'est petit d. Donc, si le A est positif, si vous faites maintenant ln de 1 sur A est égal à moins ln de A. Mais ça là, ça vient directement de ça. Est-ce que vous êtes d'accord? OK? Ça vient directement de ce qui est là. Parce que 1 sur A là, c'est comme si vous avez multiplié, comment dire, et ln de ça fois 1 sur A. Parce qu'une division, c'est la même chose qu'une multiplication. OK? Sauf qu'ici, là, au lieu, au lieu que ça soit chose, un homme, ln de lui, là, va donner 0. C'est pour cela que ici, là, c'est comme si c'était ln de 1 moins ln de A, en fait. Mais comme ln de 1 donne 0, là, c'est pour cela, ici, là, vous avez moins ln de A. Donc, on peut résumer ça pour dire, peut-être ça vient, voici, c'est là. Troisième point. Donc, voici la règle générale de ça. OK? Ça, c'est la règle générale. Donc, ln de A sur B, ça fait ln de A moins ln de B. Donc, ici, là, c'était la même chose, sauf que les A, là, vous voyez, le numérateur, là, c'était 1. Donc, on devait dire ln de 1 moins ln de A. Mais comme ln de 1, ça fait 0, c'est la définition de ln. Ce qui fait qu'ici, là, on a juste moins ln de A. Donc, voici déjà 3 propriétés que vous devez retenir. OK? Ça, là, même si vous ne retenez pas, c'est pas un problème. OK?
Mais au moins, il faut retenir que dérivé de ln là, ça fait 1 sur x. Ça, c'est la définition. Ça, c'est incontournable. Donc, ln de A sur B, comme ça, quand c'est divisé, ça, vous obtenez une soustraction, un moins ici. Ça fait ln de A moins ln de B. Par contre, quand c'est multiplié, ln de A fois ln de A fois B, attention, hein, ln de A fois B, ça fait ln de A plus ln de B. Voilà. Donc, trois propriétés très importantes. Maintenant, on part au niveau de la quatrième propriété qui parle de puissance. Regardez un peu comment la puissance là va descendre. ln de A à la puissance R. Il faut faire attention, hein. On n'a pas dit, la puissance là n'englobe pas les ln. C'est les A qui est à la puissance R. C'est les A qui est à la puissance R. C'est pas les ln de A qui est à la puissance R. Parce qu'il y a d'autres qui s'embrouillent facilement. Vous voyez ici, la puissance là, c'est au niveau du A. C'est pas au niveau de ln de A. Ok? Donc, on vous dit quand c'est puissance comme ça là. Ok? Ça là même, vous pouvez démontrer, hein. Vous pouvez faire la démonstration en utilisant juste cette propriété qui est là. Regardez ici, hein. Si ça là, ici là, c'était A. Et puis, le B là, à la place de B là, on faisait encore un autre A. C'est comme si c'était A fois A. On est d'accord? ln de A fois A. Ça va donner quoi? ln de A plus ln de A. Vrai ou faux? Juste en appliquant la formule. Ok? Si c'était à la place de B là, si c'était A qui était là, ça va faire ln de A plus ln de A. Mais ln de A plus ln de A là, ça fait 2 fois ln de A. Ou bien, ça fait 2 ln de A. C'est comme si on vous dit x plus x, ça fait 2x, non? Donc, quelque chose plus la chose elle-même, ça fait 2 fois la chose. Donc, ln de A plus ln de A, ça fait 2 ln de A. Mais les 2 ln de A là, c'est comme si c'est la puissance carrée d'ici là qu'on a juste utilisé. Parce que A fois A, ça fait A au carré. Appliquez cette formule maintenant. ln de A à la puissance R. Remplacez le R là par D, puissance carrée, vous allez voir. ln de A au carré, ça fait D ln de A. C'est la même chose ici. Si vous faites 3 fois, c'est-à-dire A au cube, ça va faire ln de A fois A fois A. Donc, ça va faire ln de A plus ln de A plus ln de A. 3 fois. Donc, ça va faire 3 fois ln de A. Il faut juste savoir que la puissance là, c'est sur le A. Ce n'est pas sur le ln de A. J'espère que vous comprenez la différence. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, voici un peu une autre propriété qui est très intéressante. Voilà. Donc, si vous avez ln de A à la puissance R, ça fait R ln de A. Très intéressante comme propriété aussi. Donc, remarque, racine carrée, parce que racine carrée de quelque chose, comme ce qu'on a vu précédemment avec les puissances d'exposants rationnels, là. Racine, quand vous faites racine de D, ça veut dire D à la puissance 1 demi. Si vous faites racine de quelque chose, ça veut dire la chose à la puissance 1 demi. Donc, racine carrée, c'est comme c'était puissance 1 demi. Racine cubique, c'est comme c'était puissance 1 tiers. On a parlé de ça précédemment aussi, je pense. Donc, si vous avez ça, ln de racine de A, c'est comme c'était ln de A à la puissance 1 demi. Donc, vous appliquez cette formule. C'est comme si le R là était 1 demi. Donc, ln de racine de A, ça fait 1 demi ln de A. C'est tout. Bon, je pense que ça, c'est ces propriétés algébriques là aussi. C'est bon comme ça. On va parler des logarithmes et ordres. Ok? Ça veut dire si A est plus petit que B, est-ce que ln de A sera plus petit que ln de B? Des choses comme ça. Donc, si on prend pour tout x éléments de R étoile plus, ln de x prime, la dérivée de ln de x, ça fait 1 sur x. Ça fait partie de la définition. On était d'accord. Donc, si vous prenez
1 sur x. Étant donné que le x là est élément de R étoile plus, ça veut dire que le x là est positif. Vrai ou faux? Si le x est positif, 1 sur x sera positif. Donc, c'est-à-dire la dérivée de ln de x là, c'est-à-dire 1 sur x, elle est positive sur l'intervalle qui est là, hein. OK? Donc, on vous a dit que quand la dérivée est positive, dans étude de fonctions, chapitre 4, on a dit que quand la dérivée est positive, la fonction, elle est strictement croissante. C'est ce qu'on a dit, si vous vous rappelez. OK? Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que pour tout x élément de R étoile plus, OK? Pour tout B élément de R étoile plus, parce que la fonction, elle est croissante. Donc, l'ordre va faire que si on a des réels positifs différents de 0, si A est plus petit que B, alors ln de A sera plus petit que ln de B. C'est parce que la fonction est strictement positive, croissante. La dérivée est positive, donc la fonction est croissante. Donc, si A est plus petit que B, ln de A sera plus petit que ln de B. OK? Et inversement, donc si A est plus grand que B, ln de A sera plus grand que ln de B. OK? Si A et B sont égaux, alors ln de A est égal à ln de B. Ça, c'est la conséquence du fait que la fonction là, elle est strictement croissante. Donc, vous avez déjà sens de variation de la fonction ln de x. Sauf qu'à l'examen ou bien dans les devoirs, on ne va pas vous donner ln de x tout simplement. On va mélanger avec d'autres choses et puis on va vous donner ça comme devoir. C'est ça. Mais au moins, si c'est ln de x seul, ça sera une fonction croissante. Donc, exemple. Donc, si on vous donne ça, ça c'est des choses vraiment faciles. Ln de 2 égale à ça, ln de 3 égale à ça, ln de 5 égale à ça. Vous voyez vous-même, non? 2 plus petit que 3, qui est plus petit que 5. Donc, vous voyez le ln de 2 aussi est plus petit que ln de 3 et aussi plus petit que ln de 5. Voilà. Donc, on vous demande de calculer ln de 8. Mais ça, c'est compliqué. Ln de 8, là. Vous-même, vous pouvez dire que ln de 8, là, c'est comme si c'était ln de D, 8, puisque D, c'est 8, c'est comme si c'était D à la puissance 3, hein. C'est 2 fois 2 fois 2. C'est 2 au cube. Donc, ln de D au cube, vous pouvez utiliser la propriété qui dit que ln de A à la puissance R, ça fait R ln de A. Donc, c'est comme si c'était ln de D à la puissance 3. Donc, ça fait 3 fois ln de D. Alors que les ln de D, là, on a ça ici, 0,69. Donc, ça va faire 3 fois 0,69. Donc, c'est des trucs faciles comme ça. Et 12 là aussi. Ou même vous pouvez faire une multiplication si vous voulez. OK? Vous pouvez faire une multiplication ici aussi. ln de 8 là. C'est comme si c'était ln de 2 fois 2 fois 2. Donc, vous allez retomber sur la même chose. Ça va faire donc ln de 2 plus ln de 2 plus ln de 2. Ça aussi, il y a une propriété. C'est la propriété numéro 2, numéro 1, je pense, qui dit ça. Ici aussi, pareil. Voilà. Essayez de faire, c'est amusant. Mais ça, c'est trop facile pour vous donner à, à l'examen ou même au devoir, hein. Donc, on ne va pas perdre le temps dessus. Mais vous pouvez essayer quand même. Ça peut être intéressant. OK? On dit de déterminer D de F pour les fonctions. Domaine de définition des fonctions. OK? F de X, F de X. Bon, domaine de définition, c'est simple, hein. La fonction ln, elle est définie seulement sur 0 à plus l'infini. 0 ouvert à plus l'infini. C'est R étoile plus. Donc, à vous de vous débrouiller pour que ce qui est dans la parenthèse là soit strictement supérieur à 0. C'est tout. Donc, vous posez ça supérieur à 0 et puis vous allez trouver le domaine de définition. Et pareil ici. Voilà. Je ne pense pas que ça soit compliqué. C'est la même chose ici. Il faut que ça soit strictement supérieur à 0. OK? Pareil ici. Strictement supérieur à 0. Donc, après, on vous dit de résoudre. J'espère que ça cause pas problème, hein. C'est vraiment basique. Il faut essayer de faire. Résoudre dans R.
ln de ça plus ln de ça égale à ça. Donc, il y a des manières de faire ça. Je pense qu'on va revenir sur ça un peu. Parce qu'on vous a dit ici, si ln de A est égal à ln de B, alors A est égal à B. Ou bien, c'est ce qu'on a dit, non? C'est ce qu'on a dit. Donc, il faut essayer de trouver, comment dirais-je? Parce que là, ce qu'on veut, c'est X. Résoudre, c'est trouver X, hein? On est d'accord. Donc, il faut trouver quelque chose comme ça. Ln à gauche de quelque chose qui est à gauche est égal à ln de quelque chose qui est à droite. Et vous allez pouvoir facilement vous en sortir. Donc, ici, là, je pense que, comment on appelle? On vous a dit que ln de, oh, tu sais, ln de A plus ln de B, là, ça fait ln de A fois B. Ou bien, je retourne un peu en haut pour vous montrer la propriété qui dit ça. Où elle est, cette propriété-là. Ou bien, si vous avez ln de A plus ln de B, vous pouvez dire que ça fait ln de A, B. OK? Vous pouvez dire ça. Voilà. Donc, dans ce sens-là, vous pouvez faire ici, utiliser cette propriété-là pour dire ici, là. ln de cette parenthèse plus ln de cette parenthèse. C'est comme si c'était ln de ça, facteur de ça. Là, vous avez un seul ln. Ouais. Là, c'est comme si vous avez un seul ln. OK? Voilà. Ça, facteur de ça. Maintenant, les 3 fois ln de d, là, c'est comme si c'était ln de d à la puissance 3. Ça aussi, est-ce que j'ai besoin de retourner pour vous montrer ça? Je pense pas, hein. Parce que c'est la propriété qui dit que ln de a à la puissance r, ça fait r ln de a. Ln de a à la puissance r, je vais retourner pour vous montrer. C'est la propriété numéro combien? Voilà, c'est là. OK? Donc, on a 3 ici et puis on a d ici. Donc, nous pouvons dire que ça fait ln de d tiers. D à la puissance 3, pardon. Voilà. Donc, c'est la propriété numéro 4. Propriété numéro 1, propriété numéro 4, on peut les utiliser ici. Si vous faites, vous allez voir, c'est très intéressant, c'est très amusant. Donc, vous allez à la fin obtenir que lnd, vous ouvrez les crochets, cette parenthèse, facteur de cette parenthèse, vous fermez les crochets, égale à lnd d à la puissance 3. Mais ça fait juste égal à ln de 8. Après, là, vous utilisez cette propriété, logarithme ordre, là, pour dire que comme ln de toutes les parenthèses la mise ensemble est égal à ln de 8, alors vous allez obtenir à la fin 2x moins d facteur de x plus d est égal à 8. Et c'est ça qu'il faut résoudre. Vous voyez comment c'est facile. Voilà. C'est la même chose ici. Sauf que ici, là, c'est encore plus facile. Parce que là, on a ln de ça. Remplacer ça là par A, puis remplacer ça par B. C'est la propriété numéro 3, non, si je ne me trompe pas. Numéro 3 qui dit que si vous avez ln de A sur ln de B, ça fait ln de A moins ln de B. Donc, on peut utiliser ça. C'est comme si c'était ln de cette parenthèse moins ln de cette parenthèse. Donc, on peut mettre le tout sur un seul ln et dire que ça fait ln de cette parenthèse divisé par cette parenthèse. Donc, on aura ln de cette parenthèse, x plus 2 là, est égal à ln de, vous ouvrez le crochet, vous mettez cette parenthèse au numérateur, vous mettez celle-là au dénominateur. Après, vous laissez tomber les ln. Donc, vous allez avoir x plus 2 est égal à la, la, la fonction rationnelle moins x moins 11 sur x plus 3. Vous voyez comment c'est facile. C'est la même chose ici. Sauf que ici, là, vous devez utiliser ici, là. Vous voyez, cet ordre-là. Après, vous laissez tomber les ln et vous utilisez l'ordre qui est là. Et puis ça peut se résoudre facilement. Voilà, donc ici, c'est comme c'est plus, c'est comme si c'était ln de x fois cette parenthèse.
là, c'est la première propriété même qui va nous sauver. Ln de A fois ln de B, ça fait ln de AB. Donc, on peut dire que les deux qui sont là, ça fait ln de x facteur de x plus 2, qui est inférieur ou égal à ln de cette parenthèse-là. Donc, on peut laisser tomber les ln parce que on peut appliquer cette propriété-là qui est là. Donc, vous allez avoir x ln de x facteur de x plus 2 inférieur ou égal à x carré moins 2x plus 2. Le reste, maintenant, ça devient des calculs de, je sais pas, troisième, seconde, comment factoriser, comment résoudre des équations. Donc, ça, c'est simple, vraiment. OK. Donc, on rentre dans la troisième partie du chapitre. Étude de la fonction x ln de x. Donc, on va étudier la fonction ln de x. Donc là, on va essayer de faire la totale, c'est-à-dire faire les limites, faire les dérivés. Dérivés, c'est déjà fait. Domaine de définition. Parce il y a une procédure pour étudier une fonction. Vous commencez par domaine de définition, les limites, les dérivés, jusqu'à déterminer les asymptotes, tout, jusqu'à tracer la courbe. OK? Donc, on va essayer d'étudier cette fonction ln de x là, logarithme népérien. OK? Donc, étude de la fonction, troisième chose. Donc, on commence bien sûr par domaine de définition, comme je le disais. OK? Si vous êtes fatigué, il faut faire une pause et puis vous reposer un peu. OK, on y va. Donc, voici notre fonction f. Donc, définie ici ça. Donc, on connaît déjà le domaine de définition, c'était déjà connu. Hein. F de x égale à ln de x. Donc, première étape, domaine de définition. D de f égale à r étoile plus 0 ouvert à plus l'infini. OK? Donc, on passe à la dérivée. La dérivée aussi, c'était déjà connu. Pour tout x élément de 0 à plus l'infini, f' de x, c'est comme c'était ln de x prime. Donc, ça fait 1 sur x. Ça aussi, c'était dans la définition de la fonction ln. OK? Donc, on a déduit que f est strictement croissante. Donc, ça aussi, on avait fait. Parce que la dérivée est positive sur tous les domaines de définition. Donc, f est croissante, strictement croissante sur 0 à plus l'infini le domaine. Donc, vous pouvez faire tableau de variation si vous voulez, tout ça. Après, vous faites la limite, limite aux bornes, c'est-à-dire limite ici, 0 plus, et puis limite en plus l'infini. Pour voir des éventuels asymptotes qu'on peut avoir pour faciliter le traçage de la courbe. Donc, pour tout x élément, pour tout x, ln de x, ln de limite, de quoi je raconte? Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, on dit que ça donne plus l'infini. Voilà. Donc, désormais, il faut retenir que limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. OK? Il faut retenir ça, c'est important. Et on peut faire une preuve pour expliquer ça. OK? On va voir ça là. Prenons limite quand n tend vers plus l'infini de ln de d à la puissance n. OK? Ça fait plus l'infini. Parce que vous voyez, plus les n augmentent, plus tout ça là augmente. Voilà. Donc, on peut dire, ça se traduit en disant encore que pour tout A, élément de R plus, R étoile, OK? N, N0 supérieur à 0, pour tout N supérieur à N0, ln d, d à la puissance N est supérieur à A. Donc, si X supérieur à d à la puissance N0, alors ln de X, si ça c'est supérieur à ça, donc ln de ça sera supérieur à ln de ça. OK? Donc, on peut dire que ln de x sera aussi supérieur à ln de, sera supérieur à A. Tout simplement parce qu'on avait ça ici. Le fait que ln de d à la puissance n soit supérieur à A là, alors que ln de x lui-même est supérieur à lui là. Donc, ln de x sera supérieur à A, forcément.
Il est toujours possible de rendre ln de x aussi grand que l'on veut. C'est-à-dire, vous pouvez, ça ne fait qu'augmenter les ln de x là. Plus x augmente, plus les ln augmente. OK? C'est ce qui veut dire que ln de x là, la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini là. C'est ce que ça veut dire. OK? Donc, vous pouvez retenir ça. C'est vraiment important aussi. C'est la limite. C'est comme une limite usuelle, quelque chose comme ça. Maintenant, l'autre borne, parce qu'on a fait limite quand il tend vers plus l'infini. Maintenant, on va faire limite quand il tend vers 0. 0 plus, bien sûr, parce que c'est ouvert à 0. Donc, si vous faites ln de x quand x tend vers 0 plus, des limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, OK? Avec un changement de variable, vous allez tomber sur moins, moins l'infini. OK? Changement de variable ici, vous voyez qu'on a remplacé les x là par 1 sur t. X égale à 1 sur t. OK? Donc, si x tend vers plus l'infini, t va tendre vers... Et si x tend vers 0 plus, t va tendre vers plus l'infini. C'est pour ça qu'on a fait ici. Ça, c'est équivalent à cette limite-là. OK? Donc, il faut juste retenir que limite, ça, c'est des limites usuelles. Vous pouvez prendre ça comme des limites usuelles. Quand x tend vers 0 plus, ça fait moins l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc, voici les deux limites qu'on a. Maintenant, avec ces limites-là, est-ce qu'on aura des asymptotes? OK? Je pense qu'on avait fait chose. On avait vu cette partie-là, interprétation graphique, quand on a fait le chapitre 4 au niveau des limites et continuités là. Donc là, c'est ce qu'il disait là, changement de variable, x égale à 1 sur t, tout simplement. Donc, on obtient les limites aux bornes, les dérivés, dérivés et change de variation, domaine et définition. Donc, retenez cet ordre-là qui peut être appliqué dans tout type de fonction. Domaine de définition, dérivés et sens de variation de la fonction, limite aux bornes. Et après, on définit s'il y a des asymptotes. Voilà. Et vous pouvez faire maintenant le tableau de variation. OK? Tableau de variation là. Comme on a les limites, on a le sens de variation. OK? Et signe de la dérivée. F' est positif. OK? Domaine de définition, c'est des 0 à plus. Comme 0 est ouvert, on met des traits ici. Pour dire que ce n'est pas continu aussi. Donc, comme c'est positif, f est une fonction croissante. OK? Si c'était fermé ici, on allait faire image. OK? Mais c'est ouvert, donc c'est limite. Quand c'est ouvert seulement, c'est limite. Donc, limite en 0, ça fait moins l'infini. J'espère que vous comprenez un peu le tableau de variation. OK? Tableau de variation, c'est toujours sous cette forme. Le, le domaine de définition, 0 à plus l'infini. Ça, c'est ce qu'on a défini. La dérivée, signe de la dérivée, f', comme c'est positif, on met plus ici. Donc, souvent, vous allez voir, vous allez avoir deux colonnes ici, souvent même trois colonnes. Voilà. Mais là, comme c'est 0 à plus l'infini, ça nous donne une seule colonne. Je parle de cette colonne. Et les signes de la dérivée aussi. OK? On n'a pas quelque part où la dérivée s'annule en changeant de signe. OK? Donc, la dérivée est strictement positive. Donc, la fonction sera strictement croissante. Si c'était négatif, ça allait être décroissant. Donc, on met les signes, ces symboles-là, cette flèche-là pour dire que la fonction est croissante. Pour avoir maintenant ces bornes-là, il faut faire les limites. Limite en plus l'infini, on a plus l'infini. Limite en 0 plus, ça fait moins l'infini. Voici le tableau de
variation. OK? Donc, on voit ici, là, quand limite en 0 donne plus l'infini, est-ce qu'il n'y a pas asymptote quelque part? OK? Pareil ici, là même, aussi. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On va faire une remarque. F continue, strictement croissante sur 0 à plus l'infini. Donc, la fonction est continue et strictement croissante sur 0 à plus l'infini. Limite en 0 plus, on vient de le faire, ça donne moins l'infini. Et limite, quand x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. OK? Donc, F là est une bijection. Elle est bijective de 0 à plus l'infini sur R. Parce que moins l'infini, plus l'infini. Ce sont les bornes ici. OK? Donc, 1 étant élément de moins l'infini à plus l'infini, là, c'est-à-dire de R, donc il existe un réel unique x0 strictement positif tel que ln de x0 égale à 1. Il y a quelque part où on peut avoir ln de x0 qui nous donne 1. Pourquoi? Parce qu'il y a 1 qui existe dans l'ensemble d'arrivée là. Parce que c'est comme c'est une bisection. Est-ce que vous comprenez ce qui veut dire bisection là? Bisection de ça à ça. C'est-à-dire que chaque nombre ici correspond, dans les antécédents, l'ensemble de départ correspond à un et un seul ici dans l'ensemble d'arrivée. Maintenant, quand nous fouillons ici dans l'ensemble d'arrivée, là, c'est R. Dans R, là, il y a quelque part 0, si vous voulez. Quel est le nombre dont l'image donne 0? Ça, on connaît, c'est 1 ici. ln de 1 ici donne 0. Maintenant, nous, on sait qu'il y a 1 à quelque part ici. C'est ce qui est écrit ici. Donc, ça veut dire que, comme c'est une bisection là, ça veut dire qu'à quelque part, il y a un nombre ici là, qui correspond à 1 ici. De la même façon, les 0 qui étaient ici là correspondent à 1 ici. Dans l'ensemble des départs, le 1 qui est dans l'ensemble de départ correspond à 0 dans l'ensemble d'arrivée. Ça, on connaît. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, nous voulons savoir quel est le nombre là dont son ln là donne 1. OK? L'ensemble d'arrivée ici, là, est 1 là. Quel est son correspondant ici dans l'ensemble de départ? C'est ça nous voulons. On sait que ça existe parce que c'est une bijection. Pourquoi c'est une bijection? La fonction, elle est continue, elle est strictement croissante et si son domaine de définition. On a parlé de ça dans le chapitre 4. Bijection et bijection réciproque. La réciproque, là, voilà, donc c'est image de ça et puis image de ça. Et ici, dans nos cas, c'est limite. Donc, on nous dit ici, il existe un réel unique, x0, qui est élément de cet ensemble de départ là, tel que ln de x0 là, est égal à 1. On démontre qu'une valeur approchée x0 égale à 2,71 828. OK? Donc, c'est à peu près le x0 là égale à cette valeur. C'est-à-dire que la valeur, le nombre qui correspond dans l'ensemble des départs, le nombre correspondant à 1 de l'ensemble d'arrivée là, c'est 2, quelque chose ici. Donc, si vous faites ln de 2,71 828 à peu près, vous trouvez que c'est égal à 1. Voilà.
Mais sa valeur exacte, là, on la note E. Voici comment on note la valeur exacte. On la note E. C'est comme quand on dit pi. Pi, là, quand vous dites pi égale à 3,14, là, en réalité, 3,14, c'est juste une approximation. Pi, là, c'est infini, les nombres choses, comme on appelle. Nombre de virgules après pi, là. OK? Mais ln de E est égal à 1. Ça, c'est ce qu'on sait. Donc, E est là, 1 est là. Donc, le correspondant de 1 le 1 qui est dans l'ensemble d'arrivée là, son correspondant dans l'ensemble de départ, c'est E. ln de E égale à 1. Donc, E est égal à 2,71 828. Et là, c'est comme c'était expo, hein. OK? Et ça veut dire expo. Donc, les asymptotes maintenant. Puisque, comme je disais, comme limite en 0 donne infini, limite à infini donne infini, il faut voir s'il n'y a pas asymptote à quelque part. OK? Donc, ici, limite quand x tend vers 0 plus f de x nous a donné moins l'infini. Ça, c'est là, dans la diapositive précédente qu'on a vu ça, qu'on a eu ça, non? OK? Donc, la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à la courbe de f. Très important. OK? Et on a parlé de ça. Si c'était 1 ici, on allait avoir la droite d'équation x égale à 1. Donc, si c'était a ici, ça allait être la droite d'équation x égale à a. Voilà. Donc, ici, c'est limite quand x tend vers 0 qui donne moins l'infini. Donc, x égale à 0 là, est une asymptote verticale à la courbe. Maintenant, la courbe aussi admet une asymptote oblique. Pourquoi? Parce que tout simplement, là, c'est une question d'abord. On va voir, est-ce que la courbe admet une asymptote oblique? On avait parlé de tout ça. Donc, pour savoir, nous allons étudier limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc, on va diviser f de x sur x. OK? Donc, allons-y. Ça, c'est rappel. OK? On avait parlé de ça. Tout ce que je présente actuellement là, on avait parlé de ça dans le chapitre précédent, dans le chapitre 4. Vous voyez les titres, chapitre 4, fonctions numériques, limites et continuité. OK? Limite et continuité. Donc, c'était la première partie même sur interprétation graphique. Il faut revoir les vidéos sur le chapitre 4, vous allez voir qu'on avait parlé de ça. OK? Donc, on avait dit que si on considère euh, une fonction numérique et puis sa courbe C, la représentation graphique de cette courbe-là, on avait dit qu'il y avait des asymptotes. Asymptotes parallèles à l'axe des abscisses. Pour avoir ça, il faut que limite en infini donne un réel donné, un L. OK? Donc, dans notre cas ici, ce n'est pas ce qu'on a. Quand on a fait limite à l'infini, ça donnait infini. On va arriver à ce cas-là. Mais ça, là, on a déjà parlé de ça. Seulement, on va l'appliquer maintenant dans ce chapitre. On avait parlé, parlé de ça dans le chapitre 4. Là, maintenant, on va appliquer. Donc, je disais nécessaire de ramener ça sous forme de rappel pour vous rappeler. OK? Voilà. Mais c'était déjà vu. Donc, si on a LND, la première asymptote parallèle à l'axe des abscisses, c'est quand vous avez limite, quand x tend vers infini, et ça vous donne un L qui est
un réel L donné. OK? Voilà. Donc, la droite d'équation y égale à L sera en ce moment asymptote à notre courbe. Asymptote Y, comme c'est Y égale à L, c'est forcément asymptote parallèle à l'axe des abscisses horizontales. Et on avait dit, parler des asymptotes parallèles à l'axe des ordonnées. Ça, c'est notre cas ici. En ce moment, c'est quand vous faites limite quand x tend vers 0, et puis ça vous donne infini, c'est-à-dire plus l'infini ou moins l'infini. OK? En ce moment, c'est la droite d'équation x égale à x0 va vous donner, va être une asymptote à notre courbe, à la courbe de la fonction. OK? Est-ce que vous comprenez ici? Ici, c'est de l'infini, limite à l'infini donne L. En ce moment, y égale à L est asymptote. Mais là, limite en un x0 donné, c'est pas 0, c'est pas forcément 0. On a dit x0, moins ou plus, gauche ou bien à droite. Voilà. Si ça donne infini, alors la droite d'équation x égale à x0 est asymptote. Dans notre cas ici, notre x0 égale à 0. Donc, quand on a fait limite en 0, ça nous a donné moins l'infini. Donc, ça veut dire que la droite d'équation x égale à 0 là, est asymptote à notre courbe en moins l'infini. OK? Donc, ça, c'est juste rappel. Tout cette diapositive-là, c'est rappel. C'est déjà fait au chapitre 4. Il faut revoir, vous allez voir. Donc, cette définition-là, on va utiliser ça ici, parce qu'il limite en moins l'infini, limite en 0 plus, vous nous a donné moins l'infini. Donc, on a la droite d'équation x égale à 0, parce que notre x0, c'est 0 ici, sera asymptote. Ça, c'est 1. Toujours rappel, OK? Maintenant, asymptote qui n'est pas parallèle aux axes des coordonnées, c'est-à-dire asymptote oblique. Quand est-ce qu'on a asymptote oblique? C'est quand limite en infini donne, vous voyez ici, on suppose que f est défini sur un intervalle de ça, moins l'infini, ouvert à A, plus l'infini. OK? Voilà. Donc, s'il existe des réels M et P tels qu'on a ça, OK? Limite en infini de f de x moins tout ça là est égal à 0. Ou bien encore, limite en plus l'infini de ça, f de x moins ça, égale à 0. Alors, la droite d'équation y égale à mx plus p est asymptote à la courbe. Tout ça là, on avait vu. Mais comment être sûr qu'il y a, comment détecter la présence d'une asymptote d'abord? OK? Donc, on avait parlé de la définition et du théorème. On avait expliqué. Je pense que ce n'est pas la peine que je revienne sur ces explications encore. Tout ça, c'est des rappels, chapitre 4. OK? Maintenant, nous, pour savoir, voici la démonstration. Parce que là, c'est quand on vous donne cette définition-là. Si on vous donne, par exemple, une équation, l'équation d'une droite, et puis on vous demande de démontrer que cette droite est une asymptote oblique. En ce moment, on vous a donné les M, on vous a donné les P. Donc, vous posez ça, et puis vous faites la limite. Ou bien ça, vous faites la limite. Si ça donne 0, vous pouvez conclure. OK? Pareil ici. Parce que vous, si vous avez P et puis M et puis P, ou bien si vous voyez que vous pouvez, comment dire, scinder, jouer sur votre fonction pour que ça vous donne quelque chose comme ça, vous pouvez dire aussi que la droite d'équation y égale à mx plus p est une asymptote. Mais ce qui m'intéresse ici, dans notre cas ici, c'est ce qui est là en bas ici, cette démonstration. OK? Voilà. Donc, vous faites cette limite-là d'abord. D'abord, pour soupçonner de l'existence d'une asymptote oblique, il faut que limite en infini donne infini. Dans notre cas, la fonction ln, on a fait limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini
et on a obtenu plus l'infini. Donc, on a un cas possible d'une asymptote oblique parce que l'infini a donné infini. Donc, ici, pour avoir notre m, comme on ne nous a pas donné le m ici, voici la méthode pour avoir le m. Donc, vous faites limite f de x sur x quand il tend vers infini. OK? Ça va vous donner les m. Mais il faut qu'au préalable, d'abord, limite en infini donne infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, vous a donné infini. Vous poussez plus loin pour faire maintenant, OK. Et si je divise f là par x, je fais la limite encore. Le même infini là, qu'est-ce que ça va me donner? Si ça vous donne un réel donné, m, vous poussez plus loin encore. Pour trouver le p, vous faites limite quand x tend vers infini de f de x moins mx, le m que vous avez trouvé ici là. La limite que vous allez, le réel que vous allez trouver, ça sera p. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si ici vous trouvez 0 ou bien si vous trouvez encore que c'est moins l'infini, que c'est infini? Ça, c'est autre chose. On va revenir sur ça. Ou bien qu'est-ce qui va se passer si vous trouvez ici que le p là est 0 ou c'est égal à infini? Ça aussi, ça va impliquer autre chose. Mais c'est la procédure à suivre. Donc, tout ça, ce sont des rappels. Ok. On a déjà fait ça dans le chapitre 4. Mais j'ai jugé important de rappeler ça. Donc, nous, pour revenir à notre étude de notre fonction, voici ce qu'on va faire donc. Pour voir si on peut trouver une équation à notre asymptote. S'il y a une asymptote, ça veut dire en même temps, s'il y a une asymptote et en même temps trouver l'équation de cette asymptote-là, oblique-là. C'est ce qu'on va faire. Donc, votre limite de f de x sur x, vous divisez, ça vous donne ça. Après, vous faites ça, ça vous donne ça. Maintenant, ça va dépendre, comme je l'ai dit, ça va dépendre. Le m là, est-ce que c'est un réel ou bien vous avez obtenu infini encore. Et le p là, est-ce que c'est un réel ou bien vous avez obtenu infini encore. Même si c'est un réel, est-ce que c'est 0? Voilà. Donc, c'est ce que vous devez faire. OK? La direction asymptotique. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, il arrive parfois que f de x divisé par x tend vers une limite a en plus l'infini. OK? Alors que la limite de ça là n'est pas définie. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il arrive qu'on trouve que vraiment ici, il y a un réel, il y a une constante ici. Alors que ici, là, le p là, c'est infini. C'est pas un réel. En ce moment, vous êtes obligé de dire, ah, la courbe là de C, la courbe C de F admet une branche parabolique. Ou encore, chez F là, admet une direction asymptotique. Voilà. Tout ça là, c'est ce qu'on devait voir dans le chapitre 4 même. Mais j'amène ça ici pour pouvoir appliquer en même temps. OK? Donc, il y a trois cas possibles. Il y a trois cas possibles. Ça veut dire que les M là, ici là, à la place de M, on a mis seulement A, hein, mais c'est la même chose. Remplacez vous-même, vous voyez les A. Remplacez les A par M, vous allez voir. F de X, moins, moins. Au lieu de M ici, on a mis A ici, puis X ici. Donc, tout ça là, c'est des choses, on va corriger après. Donc, mais c'est la même chose, hein. OK? J'espère que vous comprenez. Donc, premier cas, qu'est-ce qu'on peut avoir? Les A, pour ne pas dire les M. Donc, quand il dit A et M, c'est la même chose, hein. OK? Si ici, le nombre qui est là, qu'on obtient ici, quand on fait cette limite, est égal à plus ou moins l'infini, est égal à infini, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, ah, en ce moment-là, on a une branche parabolique de direction OY. Voici un exemple typique. Direction OY. OK? Ça veut dire que branche parabolique, c'est comme parabole en fait. C'est cet exemple-là. Vous voyez OY,
OY, l'axe OY là, voici l'axe OY. Donc, c'est comme si ça fait une parabole autour de l'axe, en fait. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est le premier cas. C'est-à-dire, si vous faites ça et puis ça vous donne plus infini ou même moins l'infini, ça donne infini. Donc là, vous n'avez même pas besoin d'arriver ici. Si ici, là, ça donne infini déjà, ce n'est plus la peine d'aller loin. Vous arrêtez là et puis vous dites que la, la branche parabolique de direction OY. OK? Deuxième cas, OK? C'est le cas où maintenant, ici, là, quand vous faites limite de ça, celui-là vous donne 0. OK? Ça vous donne 0. Là, qu'est-ce que vous pouvez dire? Puisque si m égale à 0, mx, ça sera 0 aussi. Ou bien, donc là, ça revient à faire limite de ça, ça va être infini encore. Puisque c'est ça même qui nous avait amené à faire tout ça. OK? En ce moment, si celui-là, si vous faites limite de f de x sur x et que ça vous donne 0, en ce moment, vous, vous pouvez dire qu'on admet une branche parabolique de direction OX. Cette fois-ci, c'est OX. Ça veut dire que la parabole là est autour de OX. Voici un exemple. Vous voyez, c'est comme une parabole. Regardez un peu, faites tourner la courbe là autour de l'axe OX. Vous allez voir, c'est comme une parabole. Donc, c'est ce qu'on dit en ce moment. Ça, c'est la courbe des racines carrées. Même ln de x. On va voir tout ça. OK? Ça, c'est le deuxième cas. Troisième cas, c'est le cas où maintenant, ça là, le m qu'on a là, ou bien a, ça donne un réel. Ce n'est plus infini, ce n'est pas zéro. Ça donne un réel. Là maintenant, ça veut dire que vous avez franchi cette première étape. Vous êtes obligé d'aller vérifier plus loin encore. Vous êtes obligé d'aller ici. D'aller ici. Là encore, vous allez avoir deux sous-points encore. OK? Donc là, on va dire, si ce n'est pas nul, si ce n'est pas infini, alors on dit que la courbe admet une direction asymptotique des directions y égale à ax. C'est le cas de cette courbe. Voici la droite. OK, ax. OK? L'équation de cette droite. Ça, c'est si y a un, le m la donne un réel, c'est pas nul, et que ici, là, il n'y a pas, comment on appelle, l'épée là n'est pas chose. C'est-à-dire, on n'est pas allé vérifier ici d'abord. Voilà. Donc, si le A est élément de R et puis n'est pas nul, alors on dit que la courbe admet une direction asymptotique de direction la droite Y égale à AX. Cette droite-là, par exemple. Ça, c'est un exemple. OK? Donc, je reviens un peu sur ça. Maintenant, si vous continuez encore pour faire tout ça, faites moins, et puis vous trouvez P ici. Là, vous allez dire qu'il y a et la droite d'équation Y égale à votre MX plus P, ou bien AX plus P, si vous voulez, donne, c'est ce qu'on va essayer de faire ici. OK? Donc, asymptote là. Donc, nous, on a fait limite en 0, ça nous a donné moins l'infini. Donc, on a dit que la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à la courbe. Voilà. Donc, quand c'est limite quand x tend vers un x0 donné, notre cas ici, le x0 égale à 0 plus, et que ça donne infini, plus ou moins infini. Donc, ça donne chose. Par contre, quand c'est infini, puis ça donne L, plus ou moins l'infini, et puis ça donne L, donc y égale à L est aussi asymptote. Mais ce n'est pas notre cas ici. On a fait limite quand x tend vers x0 et que ça donne infini, on a ça.
Donc, on va voir maintenant, est-ce que la courbe admet une asymptote oblique? Donc, en faisant les opérations qu'on vient d'expliquer là. D'abord, on fait f de x sur x. Et puis, on fait la limite en infini pour voir qu'est-ce que ça va donner. OK? Donc, si on prend cette fonction g qui est égale à ln de x moins x plus 1, OK? Pour tout x supérieur à 0 là, la dérivée de cette fonction-là, ça fait quoi? Déjà, ça fait 1 sur dérivée de ln de x, ça fait 1 sur x. Dérivée de x, ça fait moins 1. Dérivée de ça fait 0. OK? Donc, si on réduit au même dénominateur, vous allez voir que la dérivée de cette fonction g' là égale à ça. Donc, nous, on peut dire que g' a le signe du numérateur là. Parce que si l'ensemble de définitions là, 0 à plus l'infini là, x est positif. Voilà. Donc, le signe du numérateur va déterminer le signe de la dérivée. Donc, le numérateur là est positif quand 1 moins x est supérieur à 0, si c'est le domaine de définition. Donc, en ce moment, c'est que x est entre 0 et 1. Vous voyez? Si x est entre 0 et 1, si x est inférieur à 1, ça va donner positif, je pense. 0, 1. Ça, c'est l'inverse, hein. Je ne pense pas que ce qui est fait ici, là, ça soit vrai. C'est l'inverse. Parce que 1 moins x. On est d'accord? 1 moins x. C'est ça le signe de notre, comment dire. Si x entre 0 et 1, 1 moins x va être positif. Donc, c'est l'inverse ici. Maintenant, si x est supérieur à 1, alors ça sera négatif. Mais si x est égal à 1, ça va faire 0. Donc, ici, c'est juste l'inverse qu'on doit faire. Je pense, hein, je ne me suis pas trompé. Attends, je vérifie une fois encore. Et bon, je pense que c'est ça, mais allons-y à l'essentiel ici, parce que ici, c'est un peu l'inversé. Voilà. Et ce qu'on veut montrer ici, c'est que quand vous prenez ln de x, c'est inférieur, c'est ln de x moins x plus 1 là, est inférieur à 0. OK? Parce que, comment on appelle? Si ln de x moins x plus 1 est inférieur à 0, ça veut dire que ln de x est inférieur à x moins 1. OK? Donc, si ln de x est inférieur à x moins 1, ça veut dire que ln de x est inférieur à x aussi. OK? Inférieur ou égal ici. Vous voyez? C'est comme si, parce qu'on est d'accord que x moins 1 là, c'est plus petit que x. Ouais. Maintenant, si x moins 1 qui est plus petit que x, lui-même est plus grand que ln de x, alors ln de x est forcément inférieur à x. Donc, par la suite, on peut dire que ln de racine de x est inférieur à racine de x. Ça, c'est juste remplacer x par racine de x. Pareil. Et ça, la racine de x, là, c'est comme si c'était x à la puissance 1 demi. Ouais, ok? Mais si on porte ici au carré, ici aussi au carré, c'est comme si c'était ln de x est inférieur à 2 racines de x. Si vous portez ici, comment dire, cette racine-là au carré, ici là aussi au carré, voici ce qui nous dit ça, hein, ln de quelque chose à la puissance r, je rappelle, hein,
est égal à R ln de A. OK? Donc, si on fait ici, et aussi on avait dit que racine de ln de racine de A, ça fait ln de A à la puissance 1 demi, ou encore ln de racine de A égale 1 demi ln de A. Tout ça, c'est ce qu'on avait dit. Donc, c'est ce qui justifie ce qui est là. On peut dire facilement que ln de x est inférieur ou égal à, est strictement inférieur à 2 racines de x. OK? Donc, on dit alors que la courbe là, parce que la finalité de la chose, c'est de pouvoir avoir limite de ln de x sur x. OK? Donc, c'est juste, tout ça là, c'est juste pour vous montrer qu'on peut encadrer ln de x là par x là, et ln de x sur x là par 0, et puis 2 racines de x. Toute cette démonstration-là, même si vous n'avez pas compris, il faut comprendre ça. Donc, limite, quand x tend vers 0, de 0, c'est 0. Limite, quand x tend vers 2 racines de 3, limite, quand x tend vers 0, de 2 sur racine de 2, racine de x, ça fait aussi euh, limite quand x tend vers infini, hein. Limite quand x tend vers infini de ça fait 0. Et ça fait 0. Donc, si il a encadré, ln de x sur x est encadré par 0 et puis 0, les limites, hein, ce n'est pas les limites. Si limite de ln de x sur x est encadré par 0 et 0, il n'a pas d'autre choix que d'être aussi 0. Donc, tout ça là, c'est pour démontrer, parce que nous voulons chercher s'il y a une asymptote oblique ou pas. Donc, on cherche la limite. OK? La limite de f de x sur x. C'est ce qu'on veut. Donc, en rappel, on avait dit, si on a besoin de l'équation de l'asymptote là, on cherche s'il y a s'il y a limite de l'infini qui donne infini, donc on fait limite quand x tend vers infini, de f de x sur x, ça nous donne m. Voilà. Seulement, le m là, souvent, ça peut donner 0, ça peut être égal à 0. Dans ce cas, on a dit, en termes de rappel encore, en ce cas, en ce moment-là, si c'est égal à 0, si c'est égal à 0 là, donc ici là, on aura on a rappelé ça tout de suite, hein. Vous vous rappelez, dans ce rappel-là, dans les rappels. Le fait qu'ici, là, il y a une limite, alors qu'ici, là, il n'y a pas de limite. Donc, on aura forcément, comment dire, on aura une branche parabolique au lieu d'avoir une asymptote. Branche parabolique de direction asymptotique en ce moment. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, ici, la limite a fonctionné. Mais par contre, là, on n'a pas de limite. Parce que si notre m ici égale à 0, vous voyez, non, la limite quand x tend vers infini, de f sur x égale m. Ici, notre m égale à 0. Donc, si vous remplacez le m par 0, donc tout ça là va donner 0. Et si vous faites cette limite-là, OK, ça va donner infini encore. Ça va faire comme si c'était limite de ln de x quand x tend vers infini. Ça revient à infini encore. Donc, ce n'est pas défini. Donc, ce qui est écrit là dit. Donc, parfois, cette limite est définie. Par contre, quand vous faites cette limite,
f de x moins ax là, ce n'est pas défini. C'est comme ce cas ici. Quand on a fait limite de f de x sur mx, ça ne donne pas p, ça donne infini. Donc, ce n'est pas défini. Donc, dans ce cas-là, on a donc direction, on n'a pas une asymptote, mais on a une branche parabolique et, ou encore, on dit que la courbe là admet une direction asymptotique. Maintenant, la direction asymptotique là, c'est x, c'est ox ou bien c'est oy. Ça dépend de la valeur de m qu'on va avoir ici. OK? Si c'est ox, OK? On a ça ici. C'est ce qui est écrit ici. La courbe f admet une branche parabolique de direction ox. Voilà. Il y a direction asymptotique, je répète pour une dernière fois. Si la limite ici là est définie, dans notre cas c'est défini, ça donnait 0. Par contre, ici, c'est pas défini. Ça pouvait ne pas être 0 aussi, hein. Ça pouvait être quelque chose. Mais que ici, c'est pas défini. Si ce n'est pas défini, si vous faites cette limite et puis ça donne infini, alors ça va donner une direction asymptotique. Mais ici, si ici est défini et ici aussi est défini, là, vous avez une asymptote. Mais si ici est défini, mais là, ce n'est pas défini, c'est une direction asymptotique. Ça, c'est notre cas. Si c'est défini, c'est égal à 0, mais là, ce n'est pas défini. Donc, on a une branche parabolique ou bien encore une direction asymptotique. Donc, cette direction asymptotique-là, ça dépend de la valeur de m. Si m égale à 0, ce qui est dans notre cas, donc la branche parabolique-là, sa direction-là, c'est OX. Voilà. On parle maintenant tangente. Donc, tangente. Si f est dérivable en x0, la droite passant par les points A de la courbe d'abscisse x0 et ayant pour coefficient directeur f' de x0 est la tangente à la courbe en A. Cette tangente a pour équation ce qui est là. Donc, c'est pour vous dire que vous pouvez trouver tangente. Connaissez la définition d'une tangente quand même. Ça veut dire que ça touche la courbe là à un seul point. Donc, dans l'exercice, on peut vous demander de trouver l'équation de la tangente au point d'abscisse x0, au point d'abscisse 2, au point d'abscisse 5, au point d'abscisse x0, tout court. Donc, l'équation d'une tangente, voici comment elle s'écrit. Y égale à f de x plus f de x0, pardon, plus f' de x0, facteur de x moins x0. Voici l'équation d'une tangente. Donc, on va appliquer ça ici pour voir qu'est-ce que ça va donner. Tangente au point d'abscisse 1. Point d'abscisse 1. Le point d'abscisse 1, là, ça peut être, vous faites limite, et ln de 1, ça fait quoi? Ln de 1, ça fait 0, non? Ça veut dire qu'il y a tangente au niveau. Ici, que ce soit clair, c'est l'abscisse qui nous intéresse. Donc, l'abscisse du point, c'est 1. Donc, on applique juste. Donc, f de 1, OK, plus f' de 1, facteur de x moins 1. Voilà. Le x0, c'est 1. OK? Donc, quand vous faites f de 1, c'est-à-dire ln de 1, ça fait combien? Ça fait 0. OK? Maintenant, ln de, comment dire? Ln de x prime, c'est-à-dire la dérivée de ln, ça fait quoi? Ça fait 1 sur x, non? C'était ça la définition depuis le départ. Donc, 1 sur x, facteur de x moins 1. Ou bien, le 1 sur x là, f de 1 sur x, pardon, facteur de x moins 1. Donc, f de 1 sur x là, puisque c'est 1 sur x,
f' de 1 et f' de 1, ça fait 1 sur x. C'est comme si on cherchait image de 1 par 1 sur x. Donc, ça va donner 1 sur 1, facteur de x moins 1. Voici pourquoi on a ici la x moins 1, tout court. Parce que la dérivée de ln là, ça fait 1 sur x. Si vous cherchez l'image de 1 par la fonction 1 sur x, ça donne 1. Ben, ça sera 1 divisé par 1. Il suffit de remplacer le x par 1. Donc, vous avez ça comme équation de la tangente. Donc, la tangente au point d'abscisse est maintenant. Ça, c'est tangente au point d'abscisse 1. Tangente au point d'abscisse est. Vous vous rappelez de E, expo là? Ln de expo, on a dit que ça donne 1. Voilà. C'est ce qu'on avait démontré. Donc, on applique la formule encore. Ici, f de expo plus f' de expo, facteur de x moins expo. Donc, si vous faites ça, comme ln de expo donne 1, donc tout ça là, ça va faire 1. Maintenant, f' de expo, c'est comme si c'était 1 sur expo, facteur de x moins expo. Donc, si vous faites, vous allez avoir y égale à x sur expo. Voici l'équation de la tangente au point d'abscisse est. Voilà. Maintenant, on peut tracer la courbe. Voilà. Comment on trace la courbe? Donc, avant de tracer la courbe là, vous devez tracer toutes les asymptotes, les tangentes et observer bien les tableaux de variation. OK? Donc, tableau de variation nous a dit que la fonction de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, la fonction sera, pardon, de 0 jusqu'à plus l'infini, la fonction sera croissante. Parce que le domaine de définition, c'est de 0 à plus l'infini. Donc, vous voyez, c'est pour cela que c'est la courbe comme ça, hein, bleue là. Donc, tangente et asymptote doivent être tracés. Donc, on avait dit que la droite est x égale à 0 là. La droite d'équation x égale à 0 est asymptote. OK? Et c'est cette droite-là qui est là. C'est l'arc des ordonnées. Elle est asymptote. Vous voyez? Donc, elle est déjà tracée. Et on avait dit qu'il y a une branche parabolique, direction asymptotique, et direction parabolique OX. Vous voyez? OK. Voici la droite OX qui est là. Maintenant, la tangente au point d'abscisse 1. OK? Et la tangente au point d'abscisse expo. Ça, c'est 1 qui est là. Et la gradation ici, c'est 0,5. C'est demi-demi. OK? Donc, 1 est là. Donc, ici, là, on a une tangente. Et cette tangente, c'est la droite d'équation x égale à y égale à x moins 1. OK? Si vous prenez x égale à 1, vous allez voir que y va donner égal à moins 1. Ah, si x égale à 1, vous allez voir que y égale à 0. X égale à 1, y égale à 0. Vous voyez? C'est ici. C'est la tangente au point d'abscisse 1. Donc, il y a une tangente ici. Si vous voulez, vous pouvez tracer ici. Donc, voici la droite. Anyway, la droite verte, là, c'est cette équation-là. Et ici, c'est la tangente au point d'abscisse 1, à ces points-là. Et la droite qui est ici, là, violet, couleur violet, là, c'est ici, c'est la tangente au point d'abscisse expo. C'est l'équation de cette tangente-là qui est là. Y égale à x sur expo, là. C'est ça qui est là. Donc, expo, là, c'est 2, quelque chose, non? 2, quelque chose. Donc, ça sera 2, parce que ça, c'est 1. Ça, c'est 2. 2, donc, la tangente, c'est ici. Tangente à ce point-là. Voilà. Ça touche en un seul point. Ok, donc, si vous avez fait tout ça là, vous commencez à tracer votre courbe. Voilà. À 0, ça sera asymptote à la droite y égale à la droite OY. Donc, ça fait ça, asymptote.
Et là, on a une tangente en 1. OK? Maintenant, on fait la direction asymptotique. Direction asymptotique, c'est comme parabolique, direction parabolique, là. Direction parabolique OY, OX, là. Voilà, ça fait ça, mais ça reste tangente à Y, à la droite de couleur violet, là. Donc, comme ça, on trace la courbe. OK? C'est comme ça. Bon, j'ai déjà expliqué, hein. Donc, asymptote, croix jusqu'à plus l'infini. Et vers plus l'infini, là, à 0, là, c'est asymptote qu'on a obtenu. Asymptote, c'est cette droite OY, là, qui est asymptote. OX, on n'a pas une asymptote, mais on a une parabole, direction parabolique, ou bien comment on appelle ça encore. Asymptotique, là, de direction OX. Donc, c'est ce qu'on a ici. Si vous faites tourner la courbe là autour de X, vous allez voir, ça là, ça va faire comme une parabole autour de l'axe OX. Et ça, c'est juste des résumés de ce qu'on a déjà fait. Et c'est juste les résumés. Voilà. Domaine de définition, dérivée, change de variation, limite en infini, ça donne plus l'infini. Limite 0 plus donne moins l'infini. Tableau de variation. Mais comme limite en 0 donne plus l'infini, là, donc la droite d'équation y égale à la droite d'équation x égale à 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, est une asymptote verticale à la courbe. Donc, c'est ça qui nous a permis d'avoir cette asymptote ici, là. Ça ne se touche pas, hein. C'est l'image qui fait que vous voyez que ça se touche. Après, voilà, on a fait les équations des tangentes. Cette tangente y égale à x moins 1, couleur verte ici, couleur violet. Et ça, c'est cette équation. Et on a fait aussi la branche parabolique, là, parabolique de direction OX, là, en faisant limite de moins l'infini, limite en plus l'infini de ln de x qui donne 0. Voilà, pour avoir cette branche parabolique. Vous pouvez revoir la vidéo de l'année passée. Vous verrez s'il y a une explication. Peut-être là-bas, j'avais plus d'énergie pour expliquer les choses. Autre limite. Donc, limite quand x tend vers 0. Ça, c'est les limites usuelles, hein, pour utiliser aussi. OK? Limite quand x tend vers 0 de x, ln de x. Pour ln de x, tout simplement là, on a vu que la limite, quand x tend vers 0 plus, ça donne moins l'infini, non? Voilà. Ici, on vous dit que limite, quand x tend vers 0 de x, ln de x, ça fait 0. OK? Limite, une autre limite que vous devez aussi avoir, ln de x sur x moins 1, on vous dit que ça donne 1. OK? Ça, c'est juste des démonstrations. Si vous voulez, il faut vérifier. Donc, en récapitulatif, premier point, limite quand x tend vers, ce sont les limites, hein, qu'on est en train de résumer. Limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, ça fait moins l'infini. Vous devez retenir ça, limite usuelle. Limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, ça fait plus l'infini. Ça aussi, on a fait ça. Limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, ça fait 0. C'est comme ça qu'on a obtenu la branche parabolique, là. OK? Et quatrième point, limite quand x tend vers 0 de x ln de x égale à 0. Ça, c'est ce qu'on a démontré ici. X ln de x, sa limite, ça fait 0. Quand x tend vers 0, bien sûr. Et limite quand x tend vers 1, c'est ce qu'on a fait ici. De ln de x sur x moins 1 est égal à la même chose que ça. Limite quand x tend vers 0, ln de x plus 1 sur x égale à 1. OK? Voici des limites qu'il faut retenir, très important. Autre résultat, OK?
Autres résultats qu'on peut discuter ici, théorème. Donc, si on prend ça, c'est un peu pour généraliser la dérivée de la fonction ln. OK? On vous dit donc, si i est une fonction numérique définie, dérivable et non nulle sur un intervalle i, soit sur tout intervalle j et i, sur lesquels u ne s'annule pas, donc ln de u de x, vous voyez ici valeur absolue. Hein. Pourquoi c'est valeur absolue? Parce que ln de quelque chose ne peut pas être. Si quelque chose est nul, mais si quelque chose est négatif, on ne peut pas faire son ln. Ln est défini sur 0 à plus l'infini. OK? Donc, la dérivée de cette fonction-là, ça fait u' sur u. En réalité, même x, c'est ce qu'on a fait. Ln de x, c'est comme si c'était x' sur x. Et x' donne 1. Et ça devient donc 1 sur x. Vous voyez un peu? Donc, si on vous donne une fonction u' qui est positive, hein, ou bien en tout cas sa valeur absolue, donc la dérivée, ça fait u' sur u. OK? Donc, le u' sur u là s'appelle la dérivée logarithmique de u de x. Par conséquent, voici les conséquences de ce qui est là. Donc, euh, si u est une fonction numérique définie, dérivable, et ne s'annulant pas sur un intervalle i, alors ln de valeur absolue de u de x est une primitive. C'est juste l'inverse de cette définition-là. OK? Est une primitive de u' de x sur u de x. OK? Si lui là est une dérivée de cette fonction, alors cette fonction est une primitive de cela. On dit une parce qu'il peut avoir une infinité de primitives. Il suffit d'ajouter plus k, plus une constante, et puis ça marche. Logarithme décimal. Donc là, on va passer à log. Logarithme décimal. Donc ce que je disais, la log là, c'est différent. Logarithme décimal, définition. Voici, on appelle logarithme décimal d'un réel strictement positif x. Le réel ln de x c'est ln de 10. Donc c'est comme si vous prenez ln de x et puis vous divisez par ln de 10. OK? C'est ça on appelle log de x. Donc log de quelque chose, c'est égal à ln de la chose divisé par ln de 10. Voilà. Log de x égale à ln de x divisé par ln de 10. Vous comprenez la définition de log? Voilà. C'est juste comme si on a pris ln et puis on a divisé par une constante. Et cette constante-là, c'est ln de 10. OK? Donc, si vous voulez aussi, vous pouvez utiliser les propriétés de ln là qu'on a vu là, en disant que log de x est égal à ln de x moins ln de 10. Parce que c'est une fraction. Vous vous rappelez, quand on a ln de. Bon, ça c'est un peu différent. Parce que là, je suis en train de rentrer dans l'autre direction. Je sais pas ce que je croyais. Parce que là, les x a son ln, les 10 aussi a son ln. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas comme c'était x sur 10. C'est séparé. Donc, retenez cette formule. Log de x égale à ln de x divisé par ln de 10. Donc, voici la propriété. Ça là, vous vous rappelez, on a fait la même chose avec ln. Log là aussi s'applique la même chose. Log de a fois b, ça fait log de a plus log de b. Vous voyez log, non? C'est pas ln, hein. Ça c'est logarithme décimal. C'est ça qu'on appelle log. Log de inverse, ça fait moins log de la log de l'inverse de a, ça fait moins log de a. C'est la même propriété, hein. Ça, c'est la généralisation de la deuxième propriété. Log de a sur b, ça fait log de a moins log de b. OK? Et
log de A à la puissance R égale à R log de A. Donc, tout ça là, c'est des propriétés de ln là qu'on a juste transféré à log. Voilà. OK. La même chose ici. Log de x, la dérivée de log de x, c'est comme c'était ça. OK? Vous remplacez, au lieu de log, vous remplacez ça par la définition de log ln de x sur ln de 10. La dérivée de ça. Donc, ln de x prime, ça fait 1 sur x. Vous voyez, 1 sur x. Mais ln de 10, là, c'est une constante, donc ça reste là. Donc, dérivée de log de x, ça fait 1 sur x ln de 10. Voilà. Bon, là, je pense que c'est tout, hein. Donc, on a fini la première partie du chapitre, c'est-à-dire la partie ici est logarithme n'est plus rien. Donc, prochainement, on va attaquer la deuxième partie du chapitre qui est, comment on appelle, et fonction exponentielle. OK? Merci beaucoup et à très bientôt.